Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette session dans laquelle on va traiter de 3 problèmes de performance. Cette session a été à l'origine présentée pour les journées SQL Server 2013 et suite à un problème technique dans lequel l'enregistrement de la session a été perdu, eh bien on vient de réenregistrer cette session en avril 2014. On va faire les présentations. Donc, je suis David Bafaleuf, je suis consultant base de données pour CapData depuis 15 ans. Et je suis Benjamin Vezon, je suis consultant en base de données depuis une douzaine d'années. On est donc tous les deux collaborateurs d'une société qui s'appelle CapData, qui est une société qui travaille exclusivement dans le domaine des bases de données et qui est la filiale data management d'une société qui s'appelle Osmosium. Et vous pouvez retrouver tous nos articles sur le blog CapData, http://blog.capdata.fr, ainsi que cette vidéo et toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube CapData. Un petit slide pour invoquer les dieux de la démo, puisque comme vous allez le voir, cette session se base sur des démos et on espère vraiment que tout se passera correctement. Donc l'idée, c'est de faire un maximum de démos. Ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est la démonstration de chaque problème de performance, suivi d'un résumé des actions qui ont été effectuées dans chaque démo, et enfin d'une petite synthèse des éléments clés qui auront été vus. Donc on attaque le problème numéro 1. Alors on va déjà commencer par initialiser nos attentes, clearer nos attentes. Et l'idée de ce problème numéro 1, c'est d'étudier la mise en concurrence de deux traitements. Un traitement plutôt orienté transactionnel et un traitement plutôt orienté décisionnel. Donc j'ai un rapport qui est ici, qui me ramène le top des ventes du mois courant, donc c'est basé sur AdventureWorks, hein, une base qui a été un peu modifiée pour avoir une volumétrie qui nous permette de montrer des phénomènes un peu intéressants. Et ce rapport, vous voyez, quand je le rafraîchis, on est dans un temps d'exécution qui est sous la seconde. Okay. L'idée, ça va être de le confronter, ce traitement qui est donc dans le petit query stress de droite, le mettre en concurrence avec un traitement plutôt transactionnel qui va mettre à jour une table. Okay. Avec un grand nombre d'itérations. Chaque traitement est exécuté sur un thread. Okay. Donc la première chose qu'on voudrait mesurer déjà, c'est quelle est la condition, dans les conditions idéales d'exécution, c'est-à-dire lorsque le traitement est tout seul, n'a pas de concurrent sur l'instance, voir quel est son temps d'exécution. Donc ce que je vais faire, c'est je vais d'abord lancer chaque traitement séparément et au bout de 30 secondes mesurer le temps moyen d'exécution. Donc on voit tout à l'heure ici, là, on était sous la seconde, on est à 55 centièmes. « 57 centièmes de seconde. Je vais couper à 30 secondes. Et on va arriver à peu près à 0,58, 0,59, voilà, 0,58. Et je vais aller noter, je me suis fait un petit tableur Excel, et je vais aller noter dans ce petit tableur le temps idéal pour mon traitement SSRS. Puis je vais faire la même chose avec mon update, qui lui va beaucoup plus vite. En tout cas, on voit le temps par exécution qui est proche de 114 millisecondes à peu près. Donc pareil en situation idéale, sans concurrence d'accès. On note évidemment que les deux requêtes en concurrence portent sur le même objet, qui est Sales Order Detail notamment. On arrive à 30 secondes, on va être à peu près à 110 millisecondes. Voilà, 109 millisecondes. Ok, ça c'est la situation idéale. Et puis on va voir la situation la plus contraignante, qui est de lancer les deux traitements en même temps. Et pareil, on va les laisser tourner aussi entre 25 et 30 secondes, et relever les temps d'exécution de chaque traitement. On voit que notre update est un peu pénalisé.
un dixième de seconde de plus. L'update, quant à lui, le select, le rapport, quant à lui, est un peu plus pénalisé aussi. Si je le lance d'ailleurs manuellement, on voit tout de suite qu'on n'est plus du tout sub-seconde. Là, on est vraiment... il faut un tout petit peu plus d'une seconde. Pour l'exécuter, c'est aussi ce qu'on constate ici. 40 secondes, on va couper. Et on va noter les temps. Donc 0,188 pour l'update. Et 1 seconde 33 pour le select, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la situation la pire. Les deux traitements sont en concurrence. On voit qu'on perd un peu sur la partie transactionnelle et qu'on perd beaucoup, on fait plus que x2 sur la partie décisionnelle. Donc le but du jeu de ce scénario-là, ça va être de faire en sorte que les deux traitements cohabitent le mieux possible. On va voir différentes solutions. Ok, je vais relancer mes deux traitements pour que ça tourne un petit peu. Et on va regarder un petit peu les attentes globales. Alors j'ai créé cette vue VWeights, je peux vous montrer la définition de la vue pendant qu'elle récupère les données. C'est une vue que j'ai créée dans la base master. Qui va simplement aller récupérer, faire des agrégats d'attente en excluant certains événements d'attente ici, et en calculant les moyennes, en séparant un peu la partie ressources qui est l'attente sur des ressources comme des verrous ou des IO, ce genre de choses, et l'attente signal qui est le temps passé réellement dans la file d'attente runnable. Calculer un pourcentage global. Donc qu'est-ce que ça nous ramène tout ça? On voit que les deux événements d'attente principaux sont liés à du verrouillage. On voit ici, les deux premiers, c'est du verrou, et en pourcentage, on voit que ça représente quand même plus de 60%, 64, 65% du temps d'attente complet total de l'instance depuis la dernière initialisation que j'ai fait un peu plus haut. Donc en sachant que les attentes globales sont plutôt de type lock, je vais aller m'intéresser à une vue qui est plus live, c'est-à-dire c'est une vue qui va nous permettre de voir en temps réel quelles sont les sessions en attente, et je vais m'intéresser à cet événement d'attente qui est le verrou. Donc comme les verrous sont assez éphémères, hein, on n'a pas forcément la possibilité de les voir en permanence, c'est les verrous qui sont posés de manière très rapide, et donc la session qui attend va pas attendre indéfiniment. Donc elle attend un petit peu, c'est pour ça qu'on voit pas forcément la situation à chaque select. Je suis obligé d'exécuter plusieurs fois cette requête pour arriver à capturer une situation où j'ai ma requête qui attend. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc l'adresse de la tâche qui est bloquée, le session ID, l'événement d'attente, le nombre de millisecondes, vous voyez que c'est relativement éphémère, hein, 45 millisecondes d'attente sur cette ressource-là. Et la session bloquante qui est la 55. Et ensuite, je ramène un petit peu plus d'informations détaillées, dans le sens où je ramène le texte SQL de la requête bloquée, le texte SQL de la bloquante, c'est pas surprenant, vous voyez, j'ai le rapport qui est bloqué d'un côté, l'update qui est le bloquant de l'autre côté, et le plan du bloqué. Ok. Donc dans le plan du bloqué, je vois que je fais un cluster index scan sur sales order detail, un cluster indexic sur la table produit, une jointure de nested loops. J'ai un coût qui est de 1,6. Okay. J'ai une petite information là-haut de la part d'SQL Server qui me dit potentiellement si je crée cet index sur ces colonnes-là, donc modified date et product ID line total, je pourrais faire baisser ce coût de 1,6 ici, faire baisser ce coût-là de 57%. En gros, de le diviser un peu plus par deux. Un peu plus de 2. Donc, on se dit, pourquoi pas? Faisons ça. On crée cet index. Notez que j'utilise online on, hein, j'ai toujours mes deux traitements qui sont en cours d'exécution.
Non, pardon. Ça m'a pas empêché de créer l'index en mode online. J'ai pas eu de blocage. On va vérifier qu'il est bien utilisé. Alors, pour vérifier qu'il est bien utilisé, je vais couper l'activité, voilà. Et je vais lancer le rapport en incluant le plan d'exécution. Incluant le plan d'exécution. Je ne suis pas dans la bonne base. Voilà, et j'ai bien un index SIC sur Sales Order Detail, sur l'index que je viens de créer. Ok. Le coût, quant à lui, n'a pas vraiment été divisé par 2. Bon, au moins, on voit que notre index a été créé. Alors, on va voir sur la charge sur les deux si on y gagne quelque chose. Donc, on relance nos deux traitements. On se rappelle que le traitement de reporting qui est à droite ici avait mis plus d'une seconde, 1 seconde 3 au bout de 30 secondes. On voit que là, on a bien amélioré notre temps de traitement. On est revenu sous la seconde, on est à peu près à 0,8 secondes. En revanche, si on regarde le traitement transactionnel, qui était dans son temps idéal à peu près une centaine de millisecondes, et dans le temps dégradé au max à peu près 200 millisecondes, on voit que là, on a pris une grosse claque. D'accord, je coupe à 36 secondes. Je vais noter les temps, donc 0,84 pour le traitement OLTP, 0,84, et 0,75 pour le traitement décisionnel. Alors non, c'était l'inverse. Pardon, 0,84 et 0,75. Voilà, donc on voit que sur la partie SSRS, ça va quand même beaucoup mieux. On est presque revenu à notre temps idéal qui était de 0,58 tout à l'heure grâce à cet index. En revanche, au détriment du traitement OLTP sur l'index. Okay. Souvent, ce qui se passe, c'est que la base sur laquelle on lance des traitements décisionnels, c'est d'abord une base transactionnelle de métier. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est que les rapports, l'activité de reporting dégrade notre activité transactionnelle, d'accord? Donc, cette option d'ajouter un index sur cette colonne, certes, elle nous refait gagner du temps sur notre rapport, mais le prix à payer n'est pas supportable. Donc, et d'ailleurs, si on interroge la vue sysdem db index usage stat, on va voir que cet index en question, certes, il a été utilisé en lecture, on voit ici, mais il a aussi été beaucoup touché en écriture. Donc il a un coût en écriture qui est trop élevé. Ça n'est donc pas une option. On choisit de supprimer l'index. Okay, donc on revient un petit peu à la case départ. Alors de quelles autres options on dispose pour limiter cette concurrence d'accès sur cette table Sales Order Detail? Pourriez-vous dire, éventuellement, ce qu'on voit un petit peu partout, utiliser du noloc. Eh bien, il faut savoir que sur les dernières versions, l'utilisation du int noloc est obsolète. Il va disparaître de la grammaire SQL Server avec les versions qui arrivent. Il faut lui préférer l'utilisation soit de read committed snapshot isolation level, soit snapshot isolation level dans la session. Okay. C'est donc ce qu'on va faire. On va utiliser le mode d'isolation read committed snapshots. Ça sera notre solution numéro 2. Alors, pour pouvoir changer le mode cette option en tout cas là, au niveau de la base de données, il ne faut pas qu'il y ait de session active dans la base. Okay. Ici, effectivement, j'ai déjà 2 sessions. Donc soit je kill ces sessions, soit je peux utiliser l'option rollback immédiate pour forcer la fermeture des sessions qui sont dans la base et pouvoir appliquer le paramètre. Ok, il me dit que les transactions en cours ont été annulées s'il y en avait. Je vérifie bien que mon mode d'isolation est actif. Je réinitialise mes stats et on est reparti. Alors on voit qu'au niveau de l'update, ça va beaucoup mieux déjà. Okay.
on est revenu quasiment à notre temps à peu près normal. Et côté reporting, en revanche, bon, bah, on est quand même remonté au niveau de la seconde, on n'est pas à 1 seconde 3, à presque 30 secondes, on est à 1 seconde 0,8, hein, j'annule. Allez, 1 seconde 0,9 et 0,22. Donc 1,09 et 0,22. Mon update est donc à 0,22. Donc, ouf, ça va beaucoup mieux pour l'update. Et par contre, on est à 1,09. Donc, on n'est certes pas dans le pire du pire. On n'est pas à 1 seconde 3 comme on avait tout à l'heure. On a baissé, on a gagné un petit peu 300 millisecondes. Mais c'est quand même pas génial. On est quand même toujours 2 fois plus long que le temps idéal. Ok ? Et il y a un truc un peu particulier dans cette situation-là. Si on regarde de près, ici, il y a une des informations qui est renvoyée par SQL Query Stress qui est intéressante, qui est celle-là. Le nombre de logical reads par itération, le nombre de pages qu'on va devoir lire par itération. Et tout à l'heure, on était à peu près à la moitié, on était à 1200, un peu moins de la moitié, 1200, de 1200 à 1400 logical reads par seconde. Et là, on se rend compte qu'en récupérant le même nombre de lignes, donc en faisant la même requête, hein, on lit presque 2 fois plus de pages. Ok ? Qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, on va regarder ici en mettant cette statistique SIO on, on va voir. Ah oui, c'est justement une des sessions qui a été killée par le rollback immédiat tout à l'heure, donc on la réexécute. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, cette valeur-là. Et tout à l'heure, je disais qu'on faisait entre 1200 et 1400 logical reads sur cette table Sales Order Detail. Maintenant, pour récupérer le même nombre de lignes, hein, on va lire presque le double. Si on regarde le plan d'exécution, comme on a supprimé l'index, on est revenu à la case départ, on fait toujours un cluster index scan là-dessus. C'est-à-dire qu'on lit toutes les pages, effectivement, de cette table. En utilisant DBCC IND, on peut voir le plan d'allocation de la table. Et effectivement, il y a bien plus de 2300 pages allouées pour cette table. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je regarde la fragmentation de mon objet, eh bien je me rends compte que la fragmentation est très très élevée. Ok. Comment est-ce possible? Eh bien tout simplement, lorsque on a passé la base en mode d'isolation Read Committed Snapshot, ici, cette étape, ce qui se passe au niveau physique, c'est qu'il y a un certain nombre d'octets qui sont ajoutés à la fin de chaque ligne pour pouvoir tracer l'adresse des lignes versionnées. Ce que fait le Read Committed Snapshot pour justement améliorer la concurrence d'accès sur les lignes, c'est que les lignes qui sont modifiées par une transaction courante sont d'abord copiées, on fait du copy on write, c'est-à-dire qu'on va copier la valeur de la ligne avant de la modifier dans une table de version qui se trouve physiquement dans TempDB. Okay. Et pour pouvoir traquer l'adresse où se trouvent ces versions, on est obligé de rajouter cette information-là dans la ligne. Ce qui fait qu'on a fait exploser la taille de chaque ligne et que ça a provoqué donc des splits de pages, et on se retrouve avec 2 fois plus de pages que nécessaire pour stocker la même quantité de lignes. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a ce niveau-là de fragmentation, typiquement sur un index? On le reconstruit. On revérifie sa fragmentation, et on est revenu à une valeur à peu près normale. Ok, on reclear les stats et les attentes, et on relance. Et là, vous voyez qu'on revient sur des valeurs 1487 logical reads, on revient sur les valeurs de départ. Ok, on est toujours à 0,2 secondes au niveau de l'update, on est toujours à 1 seconde au niveau du traitement décisionnel. Alors certes, on n'a pas gagné grand-chose,
par rapport au temps de tout à l'heure. L'index était fragmenté, mais on était quand même à 1 seconde. Là, on a défragmenté l'index, et on est toujours à peu près à 1 seconde. Okay, donc, en temps, on n'a effectivement pas gagné. Par contre, en nombre d'IOLU, on a gagné, et c'est pas rien. Parce qu'on gagne pas en temps de réponse que il faut négliger les gains en lecture. C'est ça de moins à lire sur les disques, et de place occupée aussi en mémoire, parce que ces pages qui étaient pas complètement denses, qui étaient même très peu denses, on a vu 92% de fragmentation, ça tient aussi de la place pour rien dans le buffer cache, et donc l'objectif c'est de minimiser l'espace que prennent ces pages dans le buffer cache. Donc le moins de pages on lit, et le mieux c'est, même si ça dure à peu près le même temps. Donc on va renoter nos valeurs, on est à 0,209 pour l'update, et 1,07 pour le select. 0,209 et 1,07. Et 1,07, pardon. 1,07. Voilà. On est arrivé à notre dernière solution possible. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à faire gagner, malgré tout, un petit peu en temps de réponse notre requête décisionnelle. On passe du temps le pire, qui était 1 seconde 3, à peu près 1 seconde. Et tout en maintenant un bon temps d'exécution pour notre traitement transactionnel. Okay. Il y a une question qui avait été posée lors des JSS qui vous permettait lors du concours Twitter, qui vous permettait de gagner des cadeaux. Cette question qu'on avait posée, c'était à chaque fois qu'on va mettre à jour, qu'on va clearer justement les événements d'attente, ça peut être intéressant de savoir de quand date la dernière mise à jour, justement, parce qu'on sait en général pas depuis quand les stats continuent d'accumuler des valeurs. Okay. Il y a une bonne façon de le savoir, c'est d'aller tracer le temps depuis lequel cet événement d'attente-là, qui est SQL Trace Incremental Flush Sleep, tourne. Il faut savoir que depuis SQL Server 2005, vous avez une trace SQL Trace qui est démarrée par défaut, qui s'appelle la trace par défaut. Vous pouvez certes désactiver, mais souvent on la laisse active, et le thread qui justement est chargé de gérer cette trace va, entre deux samples, attendre sur cet événement-là, qui est SQL Trace Incremental Flush Sleep. Donc ça veut dire que le thread qui gère cette trace, il est démarré depuis le dernier démarrage de la machine, ou depuis la dernière mise à jour de ces stats-là. Donc récupérer le temps d'exécution de ce thread-là, c'est une bonne façon de savoir de quand date la dernière mise à zéro de ces statistiques d'attente. Voilà, j'en ai terminé avec la démo. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur cette démo. Donc, le but c'était de optimiser 2 traitements concurrentiels sur le même objet, un update contre un select, en pénalisant le moins possible et l'un et l'autre, sachant que notre priorité c'était quand même de maintenir un bon temps d'exécution pour le traitement transactionnel. On s'est basé sur les attentes pour vérifier d'où pouvaient venir les contentions. On a créé un index qui avait été conseillé par l'optimiseur, et on a passé notre base en mode Read Committed Snapshot Isolation pour réduire la concurrence d'accès. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première démo? D'abord, et on l'avait dit lors de l'édition précédente des JSS, c'est l'utilisation des événements d'attente pour comprendre souvent d'où vient un problème de contention. Alors, c'est vrai que c'est un très très bon outil pour guider, aiguiller dans le diagnostic de performance, mais pour qu'il soit aussi pertinent, il faut penser à réinitialiser ces événements d'attente régulièrement. Si votre instance a été démarrée il y a 1 an et que ces statistiques d'attente n'ont jamais été réinitialisées, vous avez un problème peut-être depuis 2 jours, les événements un peu pertinents seront complètement noyés par l'historique qui s'est accumulé depuis le dernier démarrage de l'instance. Donc il faut vraiment penser à réinitialiser régulièrement ces statistiques d'attente. Vous pouvez justement utiliser ce principe de réinitialisation, par exemple, pour faire une baseline jour en réinitialisant les attentes le matin et en les réinitialisant le soir, ce qui vous permet d'avoir un profil d'attente d'utilisation en journée et un profil d'attente d'utilisation des attentes en batch, par exemple la nuit. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Souvent, on arrive sur des instances sur lesquelles les attentes n'ont jamais été réinitialisées,
Et souvent, c'est pas des informations vraiment qu'on peut exploiter sur un problème qui peut être récent, par exemple. Alors, une autre chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce que vous dit l'optimiseur ou DTA, parce que c'est les mêmes algorithmes, hein, en gros. Donc quand DTA ou l'optimiseur vous dit on pourrait gagner 50 ou 80 ou 90% en plaçant cet index sur cette colonne, vérifiez l'impact sur les mises à jour. C'est pas anodin, c'est pas sans impact de créer un index. Essayez de anticiper le ratio lecture-écriture sur la création d'un index. On a vu que dans notre cas, l'update portant sur le Sales Order Detail, l'index a été beaucoup updaté, ça a largement dégradé notre temps d'exécution au LTP. On a vu également, enfin, que le passage en mode Read Commit Snapshot Isolation fragmente les index au départ, donc il faut penser à les reconstruire immédiatement après le passage en mode Read Committed Snapshot Isolation. Même si on ne gagnait pas de temps en reconstruisant les index et en ramenant l'index à un niveau de fragmentation acceptable, on fait toutefois 2 fois moins d'IO, ce qui est quand même important, à la fois en termes de lecture disque et en termes de place utilisée dans le buffer cache. Alors, on va voir ensemble maintenant le second scénario. Pour ce second scénario, j'ai pris une base AdventureWorks 2012, qui a été un petit peu gonflée, on a certaines grosses tables, et puis j'ai un script qui permet de modifier un petit peu les données de certaines tables de cette base AdventureWorks 2012. Pour générer un petit peu de charge, j'utilise une requête que j'exécute en boucle avec Management Studio, et puis j'utilise aussi SQL Query Stress, qui va me permettre d'exécuter aussi en boucle. Ici, c'est une procédure stockée. Alors, l'idée de ce scénario, c'est de comprendre pourquoi une requête qui nous a été remontée par les utilisateurs est particulièrement lente. La requête, on l'a ici. Son côté fonctionnel ne nous intéresse pas spécialement, c'est bien son temps d'exécution qui nous intéresse. Je vais commencer par réinitialiser les compteurs d'attente de mon instance, et puis je vais exécuter en boucle la requête qui m'a été pointée du doigt par les utilisateurs. Donc j'exécute la requête, c'est pas franchement le résultat qui m'intéresse, mais c'est plutôt les durées d'exécution. Donc si je regarde un petit peu la durée d'exécution, eh bien je m'aperçois, donc non seulement ma requête est relativement lente, on se retrouve de temps en temps avec pas loin d'1 seconde de temps d'exécution, et puis de temps en temps on dépasse même les 1 seconde et demie, mais surtout, eh bien j'ai des temps d'exécution qui ne sont pas stables. Je passe de 900 secondes à plus du double, puisqu'on arrive à presque régulièrement 2 secondes. Okay, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je vais regarder les attentes qui sont liées à ce problème de performance. Donc quand on commence à regarder les attentes qui se passent au niveau de notre instance de base de données, on a tendance très facilement à trouver des attentes sur TempDB, à trouver des attentes sur le brassement de page, ou des attentes sur des verrous. Et on s'aperçoit qu'ici, l'attente qui est la plus importante, c'est pas du tout une attente de type PageIOLatch, c'est pas du tout une attente de type log, c'est bien une attente qui nous parle de ressources sémaphores, de compilation de requêtes. Et bien on va regarder un petit peu ce à quoi ça correspond. Alors, on parle de compilation, on parle de... on n'en parle pas vraiment, mais il s'agit d'une notion de consommation de mémoire. Donc on va réexécuter notre requête en s'intéressant un petit peu à la mémoire consommée. Donc je réexécute ma requête en boucle, et puis je vais faire appel à un troisième petit script que je vais créer ici. Ce petit script, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va exécuter la commande dbcc memory status. On va le faire tout de suite. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle les compilation gateway, donc les passerelles de compilation. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'espère que je vais réussir à identifier mon problème. Hop. Non, il faut que je le relance, parce que ça ne va pas amener le résultat escompté. Toujours pas, je tente de le relancer une troisième fois, en espérant que ça va passer. Et non, ça passe pas plus. Bon, c'est pas grave. Hop, j'avais mis de côté le résultat qui m'intéressait.
Voilà ce qu'on devrait observer. Alors on nous parle d'une small gateway, d'une medium gateway et d'une big gateway. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien concrètement, quand vous compilez une requête, la compilation, ça va occuper de la mémoire pour l'arbre algébrique, pour le plan d'exécution. Cette compilation, elle va se faire dans ce qu'on appelle la small gateway, donc la petite passerelle, tant que la mémoire utilisée pour la compilation n'excède pas une certaine valeur. Cette valeur, elle est ici, elle est de 380 kilooctets. On a 16 unités qui vont pouvoir travailler dans cette small gateway. Donc concrètement, à un instant T, j'ai 16 requêtes qui vont pouvoir essayer de se compiler, tant qu'elles ne dépassent pas 380 kilooctets. À partir du moment où elles dépassent les 380 kilooctets, elles vont changer de passerelle, elles vont arriver dans la medium gateway. Dans la medium gateway, eh bien, on voit que on n'a plus que 4 requêtes qui peuvent se compiler en même temps. Ces 4 requêtes peuvent se compiler en même temps et elles vont jusqu'à une zone mémoire qui est 12 fois 380 kilooctets, c'est-à-dire ça nous amène à peu près à 4 mégas et demi. Et à partir du moment où la mémoire consommée par la compilation de ma requête excède les 4 mégas et demi, et bien dans ces cas-là, je vais arriver dans la grande passerelle de compilation. Cette grande passerelle de compilation, et bien on voit que son principal défaut, c'est qu'elle a une seule requête à un instant T qui peut être compilée. Ces valeurs de seuil, elles dépendent complètement de la mémoire de mon instance. Là, la mémoire que j'ai allouée à l'instance, c'est 300 mégas, justement pour pouvoir vous montrer un petit peu ces problèmes. Donc ce que je vois, c'est que à un instant T, j'ai une seule requête qui peut être compilée parce qu'elle consomme plus de 4 mégas 5. Et ce que je voulais vous montrer, mais que j'ai pas réussi à vous montrer, donc j'utilise ces résultats préenregistrés, c'est que à l'instant où j'ai fait ma collecte, j'avais 0 unité disponible, parce que j'avais déjà une requête qui était en train d'être compilée pour une mémoire de plus de 4 mégas 5, et que j'avais une autre requête qui était en attente de libération de place dans cette fameuse big gateway. Et bien cette requête-là, qui était en train d'attendre, et bien qu'est-ce qu'elle attendait? Elle attendait notre fameux resource sémaphore query compile. Donc on retourne à notre requête. Hop. Donc on va se réintéresser à notre requête, mais en regardant maintenant les temps de compilation, puisque a priori on attend sur la compilation. On va regarder un petit peu ces temps de compilation. Hop. Donc j'exécute ma requête, mais ce que j'ai voulu mettre, c'est les statistiques time. On et les statistiques time, et ben ça va me donner les temps de compilation et les temps d'exécution. Donc je regarde un petit peu les temps de compilation et les temps d'exécution. Je vois ici, ok, 1 seconde 7, pardon, 1 seconde 4 d'exécution, hop, 1 seconde 6 de compilation. Si je redescends un petit peu, régulièrement quand même j'ai un temps nul de compilation, mais hop, de temps en temps, voilà, je me retrouve avec plus d'1 seconde passée dans la compilation. Et on voit que en gros ma requête va passer à 1 seconde et demie quand j'ai pas de problème de compilation, et on peut monter jusqu'à 3 secondes, voire 4 secondes, quand je me retrouve avec ces fameux problèmes de compilation. Ok, donc on a un problème de contention sur cette notion de compilation. Et puis a priori, ma requête, qui est relativement stable, hein, j'ai pas de variables, j'ai pas de choses particulièrement exotiques, elle ne devrait pas recompiler cette requête. Donc il faut que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle recompile régulièrement. Donc je vais utiliser le profiler pour essayer de comprendre les causes de compilation. Donc je vais récupérer l'identifiant de session, je suis à la session 62, je vais réexécuter ma requête en ouvrant hop, une trace profiler. Donc le profiler, je l'avais préparé ici. Hop. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est les informations sur la recompilation. Donc, dans la partie transact SQL, je vais essayer de récupérer l'événement SQL statement recompile. Hop, j'ai dit que je voulais filtrer sur la session 62. Donc je pose. Hop. Voilà, je pose un filtre sur l'identifiant de session 62, et puis je lance ma trace. Donc on a dit que ça ne recompilait pas à chaque exécution. Donc on va pas voir tout de suite la recompilation. Hop, voilà, j'ai récupéré une recompilation. Alors, quand je regarde, donc c'est bien ma requête qui se retrouve à recompiler, et si je regarde un petit peu les colonnes de ma trace, eh bien j'ai une colonne qui s'appelle event, où est-ce qu'elle est? Je ne la trouve pas, bien sûr. Voilà, qui s'appelle event subclass, qui est ici. Hop, l'event subclass. Je vais y arriver, l'event subclass me dit en fait statistic change. Donc, j'ai une recompilation de ma requête parce que les statistiques ont changé. Et bien, je vais essayer de comprendre pourquoi les statistiques ont changé.
Donc ma requête est toujours en train de tourner. Maintenant, je vais enrichir ma trace en utilisant l'événement autostat, qui va me dire quel objet qui va me dire quel objet a vu ses statistiques évoluer, pour laquelle il faut une recompilation. Donc je regarde dans performance et j'ajoute, voilà, l'événement autostat. Je relance ma trace. Donc maintenant, normalement, la prochaine fois que je vois un statement recompile, voilà, je vois l'autostat. Je remets ma trace en pause. Donc l'événement de recompilation sur ma requête, et puis je vois les événements autostat. Et que me disent les événements autostat? Me disent, ben voilà, il a fallu mettre à jour les statistiques de 4 objets qui appartiennent à la table sales.currencyRate. Donc je vois ici l'APK, un index, et puis 2 statistiques colonnes gérées directement par SQL Server. Bon, ça se précise. Donc je sais que c'est sur cette table currencyRate qu'il faut que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'ai des mises à jour régulières. Donc je vais regarder dans l'exécution des différentes requêtes, la requête qui va parler de currencyRate. Donc je vois une requête ici, qui fait un begin transaction, et puis qui fait une insertion dans currencyRate de quelque chose. On va s'économiser quelques temps de recherche pour la démo. Cette requête, c'est celle-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un begin transaction, je fais une insertion dans currencyRate d'un certain nombre de valeurs dans currencyRate. Ça correspond environ, si je regarde ici, ça correspond environ un peu plus d'1 millier de lignes, sur une table qui n'est pas beaucoup plus grande. Ce que je fais par contre, je fais un rollback. Donc ça veut dire que normalement, j'ai pas de modification. Puis bon, je fais ma petite boucle. Eh bien, la mise à jour automatique des statistiques, elle est déclenchée par cette requête, qui va mettre à jour des données, même s'il y a un rollback derrière, elle va déclencher la mise à jour des stats. Alors pourquoi? Eh bien, vous le savez sans doute, par défaut, quand on met la mise à jour automatique des stats, SQL Server va considérer que ces statistiques sont obsolètes à partir du moment où 20% des données de la table ont été modifiées. Le compteur qui gère les fameux pourcentages de modification de la table, eh bien c'est un compteur qui n'est pas transactionnel. Donc même si je fais un begin tran et que je fais un rollback derrière, le fait d'avoir fait des insertions comme ça, ça va faire croître mon compteur. Donc ici, effectivement, je modifie les données, même si je fais un rollback, de manière suffisante pour que SQL Server estime que régulièrement je modifie 20% de mes données, et donc il faille redéclencher une mise à jour des statistiques. Ok. Donc j'ai trouvé le coupable. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Eh bien, je vais pouvoir m'en sortir parce que je peux désactiver juste pour cette table-là le mécanisme de mise à jour automatique des statistiques. Cette désactivation, je peux la faire avec l'option With No Recompute de l'ordre objet statistique. Donc je mets à jour les stats de la table currencyRate en demandant gentiment à SQL Server de plus mettre à jour automatiquement ses statistiques. Et puis je vais vérifier si cette modification a porté ses fruits. Hop. Donc j'exécute de nouveau ma première requête. Et je vais regarder si les temps d'exécution se sont un petit peu stabilisés. La première exécution est longue parce qu'il a fallu payer les recompilations. Et puis, si je regarde les autres exécutions, maintenant je me retrouve avec un temps qui est toujours pas satisfaisant, mais qui n'évolue pas autant qu'il évoluait tout à l'heure. Ok, donc a priori, j'ai stabilisé le temps d'exécution. Mais elle est encore pas très bonne en temps d'exécution, cette requête. Bon. Et bien on va s'intéresser maintenant aux statistiques d'exécution et au plan d'exécution. Donc je réexécute ma requête, en incluant le plan d'exécution, et puis en utilisant statistic.io, statistic time. Donc statistic time, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour voir les temps d'exécution et les temps de compilation. Statistic.io, c'est pour voir les données qui auront été brassées. Donc j'exécute ma requête. Hop. Alors j'ai oublié d'inclure le plan d'exécution. Je recommence. Alors il veut pas me mettre le plan d'exécution, c'est pas gentil ça. Hop. Et j'exécute une troisième fois ma requête. Ok, donc si je regarde les messages, eh ben, je vois ces fameuses statistiques IO. Et qu'est-ce que je vois ici? Eh bien je vois que la table Sales Order Header, elle a été très massivement brassée, puisque j'ai 250 000 blocs brassés. Si on regarde les autres blocs, c'est ridicule à côté. Donc très concrètement, les efforts qu'il va falloir porter, eh bien, ça va être sur la réduction des IO qui correspondent à la table Sales Order Header. Si je regarde le plan d'exécution de cette requête,
Alors, on voit qu'on a un missing index. On va pas créer le missing index. Pourquoi? Bah parce que l'impact, il est minime. Et puis, bah, ça porte sur une table qui est pas du tout la table Sales Order Header. Donc ça m'intéresse pas. On l'a vu tout à l'heure avec David. On va pas se créer des index pour rien comme ça. Alors, voilà, si je regarde l'opération, hop, sur ma table Sales Order Header, ben je vois qu'elle est entièrement brassée. Par contre, il y a un truc qui m'embête beaucoup, c'est que si on regarde hop, les données estimées, on est à peu près 25 000 exécutions qui vont ramener une ligne chaque fois. Mais dans les faits, on n'aura ramené que 20 lignes. Okay, donc là, SQL Server se trompe franchement sur la cardinalité qui correspond au brassage de ma table. Quand SQL Server se trompe sur la cardinalité, on a tendance à avoir le réflexe de mettre à jour les statistiques. Donc je mets à jour les statistiques sur la table Sales Order Header, avec le mode Full Scan pour être sûr de prendre l'intégralité de la table. Ça va durer, je crois, une petite vingtaine de secondes. Et puis ensuite, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais réexécuter ma requête, toujours avec les statistiques, pour vérifier si SQL Server a une cardinalité qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus fiable, et puis si, du coup, ma requête a un temps d'exécution qui est bien meilleur. Alors on arrive à 30 secondes de temps d'exécution pour cette mise à jour des statistiques, ça ne devrait plus tarder. Voilà, bon, on a dépassé, on est à 44 secondes, hop, c'est pas bien grave. Voilà, je continue, hop. Donc, je regarde dans le plan d'exécution, c'était cette opération qui était là, qui m'intéressait. Ici, je regarde, bah non. On est toujours à 20 lignes effectivement brassées pour 25 000 fois une ligne estimée. Donc SQL Server continue à se tromper dans son estimation de cardinalité pour le brassage de cette table. Alors pourquoi est-ce que la mise à jour des statistiques, pourtant que j'ai fait en balayant l'intégralité de lignes de la table, n'a pas suffi? Et pourquoi un simple select me donne un écart de l'ordre de 1000, voilà. Un écart de cardinalité d'un facteur 1000. Si je regarde ma requête, la close where qui correspond à ma table Sales Order Header, ben j'ai 1, 2, 3, voilà, j'ai 4 prédicats qui sont poussés ici. Bon. Je vais regarder les différents prédicats. Hop. Donc déjà, je regarde le nombre total de lignes de ma table Sales Order Header, je suis à 503 000 lignes. Si je regarde le pourcentage des lignes correspondant à due date qui est supérieur à il y a 6 ans, j'ai 25%. Si je regarde le nombre de lignes qui correspond à online order flag égale 1, je suis à 94%. Si je regarde le nombre de lignes, enfin le pourcentage de lignes pour lesquelles status égale 5, je suis à 92%. Si je regarde le nombre de lignes pour lesquelles subtotal supérieur à 50, je me retrouve avec 87%. Par contre, si je regarde le pourcentage de données ramenées de la table lorsque j'applique tous les filtres en même temps, et ben je me retrouve avec moins de 2% des données. Okay, donc on a affaire à un problème de répartition des données. Pour résoudre ce problème, eh ben, il servirait à rien de créer une statistique sur toutes les colonnes. Parce que quand on crée une statistique sur toutes les... Quand on crée une statistique, SQL Server c'est maintenir un histogramme, mais cet histogramme il ne peut porter que sur une colonne. Donc je ne peux pas créer une statistique sur toutes les colonnes, ça serait pas pertinent. Par contre, on a un type d'objet qui est arrivé avec SQL Server 2008, qui s'appelle la statistique filtrée. Alors là, je ne vais pas créer une statistique filtrée, je vais créer un index filtré, mais bien sûr, quand on crée un index, bah, toutes les colonnes de l'index sont... on crée une statistique automatiquement à chaque fois qu'on crée un index. Donc, je vais créer un index qui va correspondre à tous mes filtres. Donc, du coup, ça va être forcément très précis. Donc, j'essaye de créer mon index, mais SQL Server me dit, bah non, cet index ne peut pas être créé, parce que j'ai un problème de filtre. Alors, pourquoi j'ai un problème de filtre? Eh bien, parce que j'essaye de poser un filtre avec cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction qui n'est pas déterministe. C'est-à-dire que si j'exécute cette requête et que je l'exécute dans 10 secondes, eh bien, dateAdd de il y a 6 ans de getDate, eh ben, c'est une valeur qui va augmenter. Donc,
pour deux exécutions différentes, ça va me rendre deux résultats différents. Donc je ne peux pas utiliser cette fonction dans mon index. Donc il va falloir ruser. Pour ruser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon index, non pas en filtrant sur dueDate, qui est supérieur à il y a 6 ans, généré de manière dynamique, mais moi je vais le faire à la main. Donc il y a 6 ans, on était début avril 2008, et ben je vais créer un index, pardon, avec, hop, cette clause where. Je crée mon index, il a bien été créé, et puis je vais regarder maintenant s'il est utilisé. Puisque normalement, maintenant, SQL Server, avec la statistique correspondant à l'index, devrait disposer d'informations beaucoup plus précises. Donc je réexécute ma requête. Et puis je regarde. Bon. C'est pas concluant. Là, si je regarde Sales Order Header, elle est toujours balayée avec ses 252 000 blocs. Si je regarde le plan d'exécution, ça veut dire qu'a priori, c'est pas beaucoup mieux. Je retrouve, hop, le balayage de ma table ici. Et en termes d'estimation de cardinalité, je me retrouve effectivement à 20 lignes effectives. Et je me retrouve, hop, avec toujours 25 000 lignes estimées. Bon, ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien parce que l'optimizer n'a pas réussi à faire le rapport entre dateAdd supérieur à il y a 6 ans et la date que je lui ai mis en dur dans la création de l'index. Bon, et ben on va lui forcer la main. On va lui forcer la main comment? Et ben en écrivant dans notre requête, en ajoutant une clause en fait dans notre requête. Alors cette clause fonctionnellement, c'est pas une contrainte supplémentaire, hein, puisque je dis que je veux que la colonne dueDate elle soit supérieure à il y a 6 ans, et j'ai dit que hop, au moment de l'enregistrement de cette session, eh ben on est le 9 avril 2014, donc dueDate est forcément supérieur au 8 avril 2008 si c'est supérieur à getDate pardon, moins 6 ans. Donc fonctionnellement ça change rien. C'est un peu intrusif effectivement, parce qu'il a fallu que je modifie mon code. Mais au final on a enrichi notre requête sans que fonctionnellement il y ait une modification. On va aller passer un peu plus vite. Si je regarde les statistiques d'exécution, eh ben, qu'est-ce que je vois? Je vois que Sales Order Header, hop là, elle a considérablement changé en termes de pages de données brassées. J'étais à 250 000, je suis à 3000, sans trop de surprise. Si je regarde le plan d'exécution, hop, eh ben, je vais plus le trouver tout en bas dans les gros consommateurs, mais je vais regarder. Il est là, hop. Je vois que c'est bien mon index filtré qui a été utilisé. Et je vois surtout que le estimated number of rows, il est là, 1088. Et le actual number of rows, il est aussi de 1088. Donc grâce à cet index filtré et à sa statistique filtrée qui est associée, eh ben, j'ai pu enrichir considérablement, ou affiner considérablement, les estimations de cardinalité pour ma requête par SQL Server. Voilà. Donc j'ai réussi à résoudre le problème concernant ma requête grâce à cet index filtré. Voilà pour le second scénario. Alors, on récapitule un petit peu ce qu'on vient de voir pendant notre deuxième scénario. On avait d'abord un problème de performance qui était dû à une recompilation à outrance de la requête. Cette recompilation, on a identifié qu'elle avait pour cause la mise à jour automatique des statistiques sur une table. Donc on a trouvé le moyen de désactiver la mise à jour automatique des statistiques sur cette table, et donc du coup de stabiliser les temps d'exécution de la requête. Ensuite on est passé à une analyse des lenteurs en se basant sur les outils de statistiques d'exécution et sur le plan d'exécution de la requête. Ça nous a permis d'identifier un second problème qui était un problème de représentativité des données dans les statistiques, parce qu'on a vu que le mécanisme d'histogramme des stats n'était pas suffisamment précis. Et donc, la méthode de résolution, ça a été la création d'un index filtré et donc de statistiques filtrées qui étaient liées aux colonnes de cet index pour aider l'optimizer à mieux estimer les cardinalités et choisir un plan qui était beaucoup plus adapté. Et nous attaquons la troisième démo, troisième et dernière démo, troisième et dernier problème de performance à analyser. Alors cette fois, ça démarre un peu différemment. C'est-à-dire qu'on est à notre bureau et un utilisateur vient nous voir en nous disant « J'ai un problème avec une requête que je viens de lancer, enfin j'ai lancé il y a un certain moment, elle n'aboutit pas. D'habitude elle tournait, c'est souvent ce qu'on entend, hein, hier ça marchait mieux qu'aujourd'hui, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe ?»
on aborde le problème un peu différemment en allant chercher directement l'information en live. Donc on va, grâce à cette requête sur sysdm exec request, qui sont les requêtes en cours d'exécution sur le moteur, et en faisant quelques cross-apply, quelques jointures, on va récupérer un maximum d'infos sur l'activité en cours sur notre instance. On va essayer d'isoler la fameuse requête à l'aide de notre utilisateur. Alors effectivement, on voit qu'il y a une charge assez conséquente sur TempDB, on a pas mal de charges sur TempDB, et ici, tout en haut, on a la session 156, ici, qui est en train d'exécuter une UDF, une User Defined Function, une fonction scalaire utilisateur. Et si je lance, vous allez voir plusieurs fois la même chose, on voit qu'elle switch avec autre chose. On va alterner l'exécution d'une fonction scalaire avec réellement une requête dans cette base. Donc notre utilisateur nous confirme bien qu'il s'agit bien de son traitement. On a récupéré le plan d'exécution. On va voir le plan d'exécution. Ok, alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un gros cluster index scan sur Big Transaction History qui fait quand même 28 millions de lignes. D'accord, donc ça fait quand même pas mal de lignes à récupérer, un compute scalar, un autre cluster index scan sur Big Product, donc pas d'index utilisé dans cette requête. On a quand même 277 000 lignes dans notre table de hash, ce qui sera quand même pas rien, même si c'est peu comparé aux 28 millions de lignes, c'est quand même beaucoup pour une table de hash. Ensuite un top and sort, parce qu'a priori on récupère les 500 premiers produits, on insère dans une table temporaire, et le coût final de notre requête, 889,62, ce qui est un coût relativement élevé. Un truc déjà qui est choquant dans l'affichage de ce plan d'exécution en regard du coût de cette requête, c'est que sur mon instance, par défaut, le coût de parallélisation, le seuil pour lequel l'optimiseur va décider d'évaluer un plan parallèle, est de 5. Ok, c'est la valeur par défaut sur toutes les instances. Or, dans mon plan, ce coût-là, déjà, il est bien au-dessus de 5. Et pourtant, mon plan n'est pas parallélisé. On voit pas les petits icônes avec des flèches. Mon plan est un plan séquentiel, okay, donc sur un seul worker thread. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes face à ce genre de choses, vous avez un coût élevé et pourtant le plan n'est pas parallélisé, en tout cas le coût est au-dessus de votre seuil de parallélisme. Il existe ce qu'on appelle des inhibiteurs de parallélisme. Et parmi ces inhibiteurs, eh bien, si on regarde le texte de la requête en question, je vais récupérer le texte ici, je vais le mettre ici dans la petite zone de commentaires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je fais un select top 500 du nom d'un produit, je mets ça dans une table temporaire. Je fais une jointure entre Big Product, Big Transaction History, et si on regarde bien la jointure ici, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve l'appel à notre fonction scalaire utilisateur. Et ça, typiquement, c'est un inhibiteur de parallélisme. Quand on utilise une fonction utilisateur, fonction scalaire utilisateur dans une requête, ça va empêcher l'optimiseur de compiler un plan parallèle. Et il y a un deuxième impact qui est aussi très important, c'est que l'utilisation d'une fonction scalaire comme ça dans une jointure va complètement casser l'intérêt d'utiliser des requêtes ensemblistes. C'est-à-dire que ça va introduire un petit peu comme un curseur à l'intérieur de notre requête ensembliste. Donc à chaque fois que vous voyez ce genre de choses, ou que vous êtes amené à développer des requêtes qui utiliseraient ce genre d'écriture, une fonction utilisateur scalaire dans une jointure, essayez toujours de vous demander si vous ne pouvez pas ramener la logique de la fonction scalaire à l'intérieur de la requête. Parce que ça, c'est terrible en termes de performance. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, si je regarde ma charge, ici, sur la partie de droite, j'ai ma fameuse requête qui tourne, qui est lancée par mon utilisateur, que je simule avec SQL Query Stress. Je suis à déjà 5 minutes d'utilisation, j'ai toujours 0 exécution. C'est-à-dire que ma requête n'a toujours pas abouti, au bout de 5 minutes. Okay, donc là, on a un vrai problème. On va couper notre charge pour analyser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction scalaire en réalité? Elle ne fait pas grand-chose.
Si on va voir notre... c'est dans les fonctions, cette fonction en question. Alors évidemment, ça n'a aucun sens de créer une fonction telle que celle-là, puisque elle porte bien son nom, just return product ID, return product ID. Elle ne fait rien de plus. Souvent, dans les fonctions scalaires, on a des conversions de type, par exemple, conversion de monnaie ou conversion d'une valeur, en utilisant ça directement dans la jointure. Donc, je dis, il faut toujours essayer de ramener la logique à l'intérieur de la requête. Donc là, la réécriture, elle est relativement simple. Il suffit juste de ramener la valeur de product ID dans la jointure. Donc plutôt que d'écrire ça, et notamment ça, je vais tout simplement ramener la colonne product ID. C'est exactement ce que fait la fonction. Okay. Alors, encore une fois, on est d'accord qu'il n'y a pas d'intérêt a priori de faire une fonction qui ramène juste une colonne. Vous comprenez bien que le but là, c'était juste de vous montrer à quel point c'est néfaste d'utiliser une fonction scalaire dans une jointure telle que celle-ci. Donc, je réécris simplement ma requête et je relance l'exécution. Et au bout de quelques secondes, on constate qu'on a bien notre résultat. Avec, on avait sélectionné, on va dire, la taille de la chaîne moyenne au niveau des noms. C'était le but de notre requête. Le plan d'exécution, on vérifie qu'on utilise cette fois bien du parallélisme. Ok. Le coût de notre requête a été pas mal baissé. Et on n'a plus justement ce fameux compute scalar qu'on voyait tout à l'heure qui représentait la fonction. Donc, on a fait un grand pas en avant par rapport à tout à l'heure. On est passé d'une requête qui, au bout de 5 minutes, ne rendait toujours pas la main, à une requête qui rend la main au bout de 30 secondes. Ok, on va vérifier qu'avec la charge, donc d'un côté ma charge ici sur TempDB et de l'autre ma charge modifiée. Donc j'ai bien plus ici mon problème de scalar UDF. On va voir ce qui se passe avec les deux en exécution. Et donc on voit qu'on est bien, on a bien un résultat qui concorde à peu près avec ce qu'on avait vu, un peu au-dessus de 30 secondes malgré la charge. On a donc 31 secondes à peu près par itération. C'est donc assez satisfaisant. Mais là-dessus, je vais rajouter un traitement supplémentaire qu'on n'avait pas forcément prévu, qui va se lancer en journée. On va voir ce qui se passe sur ma charge de top 500. Et donc on revient un petit peu à nos activités. Notre utilisateur retourne à son bureau, on retourne à nos occupations, et il va revenir nous voir un petit moment après en nous disant « j'ai de nouveau des problèmes de perf ». Effectivement, quand on regarde un petit peu sur notre outil de stress, là, on voit effectivement qu'on est passé au niveau de nos exécutions à 5 exécutions à 52 secondes de moyenne d'exécution. Tout à l'heure, on était à 31, ça veut dire qu'on a largement dépassé notre temps de tout à l'heure. Alors, on va regarder ce qui se passe. On revient sur notre exécution, notre requête sur systemExecRequest, et ce qu'on voit, c'est que notre fameuse requête, elle est effectivement bloquée. On voit elapse 35 secondes, wait time 35 secondes, sur l'événement d'attente ressource sémaphore. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller utiliser une requête sur cette vue, sysdmexec query memory grants, pour aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des query memory grants. Un query memory grant, qu'est-ce que c'est? C'est une allocation de mémoire qui est faite au moment de l'exécution d'une requête pour permettre l'exécution de certains opérateurs physiques sur une requête. Les opérateurs physiques, c'est ce qu'on voit habituellement
ici, quand on affiche un plan d'exécution. D'accord? Il y a 3 opérateurs physiques qui nécessitent l'allocation de ce qu'on appelle un query memory grant. On a 3 familles d'opérateurs. On a d'abord la famille des trees, d'accord? Donc tous les opérateurs sort, top and sort. On a la famille des opérateurs hash-match, à la fois pour les jointures et pour les agrégats. Hein. Il y a un hash-match pour les jointures hash et un hash-match aggregate pour gérer les agrégats en se basant sur le calcul d'une table de hachage. Et la troisième famille, c'est les opérateurs qu'on appelle exchange. C'est tous les opérateurs de parallélisme. Donc il y en a 3, repartition, distribute et gather. Donc on va utiliser cette vue 6DMEXEC Query Memory Grants pour aller faire la liste en fait de toutes les requêtes qui sont en attente ou qui ont été reçues un peu de mémoire pour l'exécution de la requête. Et on se rappelle que notre requête à nous, elle avait un coût de 221. Okay. Une colonne intéressante de cette vue, c'est la colonne Grand Time. Et en fait, quand la valeur de Grand Time est à nul, ça veut dire que la mémoire qui était demandée, et qui en l'occurrence pour cette requête-là est de 26 MB, pour cette requête, n'a pas encore été octroyée. On peut peut-être trouver des requêtes avec des Grand Time, avec des valeurs. Quand il y a une valeur dans Grand Time, ça veut dire que là, pour ces requêtes-là, par exemple, les 23 MB ont déjà été accordés à la requête, et elle peut entrer réellement dans sa phase d'exécution. Mais pour toutes les autres, tant qu'elles n'ont pas reçu cette mémoire, elles ne peuvent pas commencer leur phase d'exécution. D'accord? Et l'attente de ce grand de mémoire, justement, il est comptabilisé sur cet événement d'attente qui s'appelle ressource sémaphore. Donc là, on a une requête qui a un coût de 221, qui demande 26 MB pour pouvoir démarrer son exécution, et qui ne l'a pas encore reçu. Il faut savoir qu'il y a différentes files d'attente dans les query memory grants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on parlera en synthèse d'un webcast d'Ugus qui parle en détail de ces problématiques de query memory grant, mais il y a des files d'attente par priorité. Et les files d'attente sont basées sur le coût des requêtes. Et il y a notamment une file dans ce qu'on appelle le large ressource sémaphore, une file d'attente médium qui, elle, contient plusieurs sous-files d'attente. Et chacune de ces sous-files d'attente est bornée par le coût d'une requête. La première, qui va avoir le numéro 6, va être bornée pour les requêtes qui ont un coût entre 5 et 99. La file d'attente 7 va être bornée par un coût de 100 à 999. C'est là où se trouve précisément notre requête avec un coût de 221. Et il y a une histoire de priorité dans la mesure où les requêtes qui ont un coût, plus le coût de la requête est élevé, moins elle est prioritaire. Parce qu'on part du principe qu'une requête qui a un coût faible, comme ces requêtes, enfin faibles, ces requêtes en tout cas qui ont un coût à 30 qui est plus faible que 221, ont des chances de durer moins longtemps. Donc il est normal de les prioriser par rapport aux requêtes qui ont un coût élevé et qui de toute manière vont durer plus de temps. D'accord? Donc on a un vrai problème avec le coût et le query memory grant de cette requête. Il faut qu'on travaille sur ce coût et sur ce besoin en mémoire. Okay. On peut essayer d'identifier qu'est-ce qui nous coûte cher dans cette requête. Okay. Donc on va aller récupérer le plan d'exécution. Voilà, donc elle est toujours là. Ah, cette fois, a priori, son grand est passé. On va vérifier le plan d'exécution. Donc on a toujours un coût de 221, ça n'a pas changé. Et je vous disais, il y a plusieurs opérateurs qui peuvent en fait bénéficier du query memory grant. Et en fait, il y a une technique qui existe dans les plans tels que celui-ci pour optimiser le besoin à mémoire d'une requête. Pour pas que chaque opérateur, comme par exemple le repartition streams ici, le hash match ici, l'autre repartition streams, l'autre hash match, etc. Tous ces opérateurs-là qui ont tous besoin d'un query memory grant fassent une demande pour eux-mêmes. Il y a possibilité de mutualiser la demande, et comme il y a certains opérateurs qui peuvent consommer qu'une partie simplement de ce qu'ils ont réellement besoin et relâcher une partie, cette partie qui relâche, ils peuvent la passer à d'autres opérateurs en amont dans le plan. C'est ce qu'on appelle des fractions. Si par exemple je regarde cet opérateur de parallélisme ici, je fais F4 au niveau du plan d'exécution,
Alors, je vais me mettre sur le hash match, je fais F4 et je vais voir ici, en entrée, j'ai bien une fraction de 1, c'est-à-dire 100% des 26 MB dont j'ai besoin. Et en sortie de cet opérateur, je vais renvoyer que 21% de ce que j'ai reçu en entrée, c'est-à-dire que 21% des 26 MB. Et le restant, un opérateur du type du hash match, c'est un opérateur qu'on appelle bloquant, c'est-à-dire que il a besoin de terminer toutes ces phases avant de pouvoir passer les lignes au niveau supérieur. Et le hash match, il s'exécute en deux phases, on le sait, il y a une phase de hash qui construit la table de hachage, une phase de probe qui fait la jointure au sens propre. Et en fait, lorsque la première phase de hash est terminée, la mémoire qui était nécessaire pour construire cette phase peut être libérée, et c'est justement cette partie qu'on va retrouver à l'opérateur au-dessus. Si je fais F4, ici je retrouve ma valeur 100 moins 21 et quelques pourcents. Je récupère en fait la partie qui a terminé de consommer le premier hash, et tout ça, ça permet de mutualiser en quelque sorte les ressources, et de faire qu'au final, au lieu d'avoir besoin peut-être de 80 MB pour l'ensemble de mes opérateurs, alors on l'a vu tout à l'heure dans le Query Memory Grant ici, on a besoin réellement que de 26 MB. Okay. S'il n'y avait pas ce mécanisme de partage, potentiellement cette requête aurait besoin de beaucoup plus. On va quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire justement ce besoin de requête. Une chose qu'on peut faire, c'est de s'occuper de la partie tree ici. Okay. Alors il y a effectivement un tree dans cette requête. Si on regarde, on revient sur le texte de notre requête, on a en order by name, donc le nom du produit, pour créer la table temporelle. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est créer un index sur le nom, qui embarque également notre colonne de jointure, qui est ici, et également discontinued date, qui est notre critère. Okay. On peut créer, alors je vais d'abord couper la charge. Et on va créer cet index. Et je vais tester si mon plan d'exécution utilise bien cet index. Et on voit que notre requête se termine assez rapidement. D'accord. Au niveau du plan d'exécution, on voit que l'index que l'on avait créé est bien utilisé dans un index scan, et qu'on a effectivement plus de tri en amont. On n'a plus que le top. Tout à l'heure, on avait un top and sort. Le coût de notre requête a baissé, mais pas beaucoup. C'est un peu décevant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer notre recharge. Voilà. Et voir un peu ce qui se passe. Donc, si on relance la requête sur system.exec query memory grant, on voit que notre requête avec un coût de 178, ben certes, elle demande beaucoup moins de mémoire. Tout à l'heure, on était à 26 MB, on tombe à 2 MB, parce qu'on a plus besoin de faire la partie tri, qui est quand même la plus, comment dire, gourmande en termes de query memory grant. Donc le query memory grant est beaucoup plus bas. Par contre, comme le coût est toujours très haut, on est toujours dans la file d'attente numéro 7, et on n'a toujours pas été reçu en fait notre query memory grant, qui est pourtant très bas. D'accord. Donc c'est un paradoxe un petit peu de SQL Server, c'est-à-dire qu'on peut avoir des requêtes avec des coûts élevés et des prétentions mémoire qui sont faibles, et on passera nécessairement après des requêtes qui ont un coût plus faible, mais potentiellement des prétentions plus élevées. Donc il faut faire attention, justement, c'est vraiment le coût qui est primordial. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent qu'il ne faut pas mélanger les requêtes décisionnelles avec les requêtes transactionnelles, parce que souvent les requêtes décisionnelles ont des coûts très élevés, et les requêtes transactionnelles ont des coûts très faibles, c'est des requêtes très rapides. Et donc les requêtes décisionnelles passeront toujours après, en termes de query memory grant. Ok. Donc on n'a pas pu avancer du tout sur notre problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va aller prendre un café, voilà, pour réfléchir un petit peu à notre problème. Et pendant la pause café, on a l'occasion de rencontrer le développeur d'une partie de l'application, et on lui expose notre problème. On lui dit,
voilà, je voudrais récupérer les produits qui ont une date discontinuité à nulle, donc qui sont toujours actifs, qui sont toujours vendus, produits ou redistribués en tout cas par la société. Et il nous apprend une chose intéressante. Il nous dit que ces produits-là, en fait, la caractéristique métier de ces produits-là, c'est que, enfin, qu'est-ce qui fait qu'un produit n'est plus vendu? Un des critères pour le reconnaître, c'est qu'il n'a plus été vendu depuis au moins 2 ans. C'est-à-dire que sa dernière date de vente date d'au-delà de 2 ans. Et ça, c'est un truc qu'on peut avoir, je veux dire, beaucoup d'expérience en analyse de requêtes et avoir beaucoup de connaissances sur l'optimiseur. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est une règle de gestion métier. Et sans avoir discuté avec cette personne-là, on n'aurait jamais su ça. D'accord? Et que c'est très très important cette information qu'il nous donne, parce que nous, on sait, en tant qu'expert SQL, que plus on va donner de critères à l'optimiseur, et plus il va avoir de solutions pour trouver le chemin optimal vers les données. Je vais recouper à nouveau ma charge, ici, et je vais utiliser à bon escient son information à rajouter un critère au niveau de market. Alors la première exécution va naturellement toujours être un peu plus longue parce qu'on va relire, on relie souvent les données sur disque, on validera avec une deuxième exécution qu'on a bien, voilà, on l'a fait en 18 secondes, nos 500 lignes. Donc c'était la première partie, je n'ai pas fait le select into, c'était juste le select, hein, qui est de toute façon le plus gourmand. Et là on voit, on est subsequent. Simplement en rajoutant un critère. D'accord? Si je regarde le plan d'exécution, ici, en revanche, mon plan est complètement différent. Ok? Et si on s'intéresse au coût de cette requête, on voit deux choses intéressantes. Le coût, tout à l'heure, était de 178. On est tombé à 15, donc cette fois, on a vraiment fait un bond en avant très important. Malgré tout, on a un memory grant qui est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on a probablement, voilà, un opérateur de tri qui est ici. Donc notre plan a complètement changé. On regarde pour l'instant pas le petit conseil de l'optimiseur. On va relancer notre charge avec, en prenant compte cette fois, hein, notre critère que nous a indiqué notre développeur. Et on va voir ce qui se passe en termes de query memory grant. Donc on a vu un coût de 15. On réinterroge la vue sysdemexec query memory grant pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, on voit cette fois, alors on le voit plus la valeur de QID parce que le grand time a été fait, mais comme on est à un coût de 15, on se retrouve directement en compétition avec les autres requêtes, on est dans la même file d'attente, donc on ne va pas être mis de côté, on va simplement attendre avec les autres requêtes de la même file de pouvoir obtenir notre query memory grant qui est ici de 46 MB. Et cette fois il a été granté, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des exécutions. Et on a minimisé un petit peu, vous voyez, on a déjà 6 exécutions, 7 secondes à peu près en moyenne. On était à 1 seconde tout à l'heure en instantané sans concurrence, on est à 7 secondes là avec la concurrence d'accès. C'est quand même bien meilleur. Si on regarde le plan, on regardait le plan tout à l'heure, alors oui, je vais de nouveau arrêter ma charge, juste pour pouvoir observer le plan d'exécution de cette requête. Alors il y a des lectures physiques, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas systématiquement la même. Si je le relance encore une fois, voilà, on voit qu'il est instantané. Au-delà donc des informations de coût et de query memory grant, on a à nouveau une information de l'optimiseur qui nous dit, pour écrire un index sur discontinued date, cell and date, en incluant product ID qui est la colonne de jointure et name qui est la colonne qui est récupérée par le select. Et ça nous permettrait de faire baisser notre coût qui est de 15 d'à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers. Effectivement, si on regarde la façon dont la table Big Product est parcourue, on voit que on est revenu à nouveau sur un cluster d'index scan, et on prend plus l'index qu'on a créé tout à l'heure. On a complètement, en rajoutant ce critère, changé la façon
dont la requête est résolue. Donc on choisit de créer cet index. Voir si ça change quelque chose. Ok, cette fois, on est bien sur un index SIC. On a toujours notre tree. Et au niveau du coût et du query memory grant, on a encore baissé le coût. Et on a encore baissé notre query memory grant. Donc là, on peut difficilement être plus optimum au niveau de notre traitement par rapport à toute la charge concurrentielle sur la machine. Et si on s'intéresse à notre query memory grant, on voit que cette fois, voilà, c'est passé. On a donc un query cost de 9, on demandait 4 MB et ça a été octroyé, donc on devrait pouvoir commencer à voir des exécutions, voilà, 16 secondes. On a vu tout à l'heure lors du premier scénario qu'il ne fallait pas systématiquement créer les index qui étaient proposés par l'optimiseur, donc il faut qu'on s'intéresse aussi à la façon dont cet index qu'on vient de créer peut être mis à jour. Okay, donc on va réutiliser notre vue sysdmdb index usage stat et on voit qu'on n'a pour l'instant pas de statistiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement. Si vous voyez un ratio élevé en termes d'écriture, bien réfléchir sur l'emploi de cet index. On peut le laisser si la requête qui en bénéficie est stratégique. Si elle n'est pas forcément stratégique, on peut essayer de trouver un moyen alternatif. Donc je vais arrêter mes 3 tests et on va parler d'une troisième solution. Et donc pour trouver cette dernière solution d'optimisation, on va s'intéresser à une toute autre partie. On va d'abord regarder le temps d'exécution de nos 10 itérations sur la solution précédente. On voit 10 itérations en 40 secondes. Alors, on va clearer les statistiques d'attente, relancer nos deux SQL Query Stress. On va attendre d'agréger un petit peu d'attente. Et qu'est-ce que nous remontent les attentes? Eh bien, du page latch. Tout à l'heure, on était en attente sur du ressource sémaphore. Hein. J'ai arrêté la charge sur ressource sémaphore. J'ai plus que 2 charges sur TempDB. Et, aux coïncidences, on se retrouve avec du page latch. Page latch plus TempDB. À quoi on pense? Un fichier TempDB par CPU. Et j'ai combien de fichiers TempDB donné? Un seul. Donc on serait tenté de suivre la recommandation de Microsoft qui dit, idéalement, quand on constate de la contention en latch sur TempDB, il faut créer un fichier de données TempDB de même taille et de caractéristiques de dimensionnement identiques par CPU, afin de paralléliser les demandes d'allocation. En fait, ce que font mes deux traitements, tout simplement, dans mes deux traitements, on crée et on supprime des tables temporaires. Donc on accède massivement aux pages d'allocation du seul fichier de données que j'ai dans TempDB, qui sont les pages PFS et GAM, les 2 pages au niveau des plans d'allocation des extents mixtes et uniformes. Donc on serait tenté effectivement de rajouter des fichiers pour TempDB. Eh bien on va pas faire ça, on va utiliser une autre technique qu'on appelle le temp table caching. En fait, il faut savoir que sous certaines conditions, lorsqu'une table temporaire est supprimée, soit à la fin d'une session, soit quand on la supprime manuellement, on doit faire à nouveau un accès à ces pages d'allocation pour dire je désalloue les pages que j'avais précédemment allouées pour cette table temporaire. Et le caching en fait consiste à ne pas justement désallouer la totalité des pages qu'on avait allouées pour la table temporaire à la suppression. En fait, on va conserver dans PFS et SGAM une page IAM et une page de données, ce qui permet aux exécutions suivantes ou potentiellement aux exécutions concurrentes sur d'autres sessions, de réutiliser justement cette page IAM et cette page de données pour éviter d'avoir à faire des accès, de nouveau des accès sur ces pages d'allocation. Alors comment on fait pour faire du temp caching? C'est très simple. Plutôt qu'en fait d'utiliser notre select into dans un batch, eh bien on va le mettre dans une procédure stockée.
Si je regarde le code de la procédure stockée, est-ce que j'ai ça quelque part? Le code de ma procédure stockée ici. Voilà, exactement la même chose. Hein, simplement, au lieu d'exécuter tout ça dans un batch, on exécute tout ça dans une procédure stockée. Alors, ma charge qui appuie sur TempDB tourne toujours. Je lance ma charge sur l'étape temporaire. On va voir que la première exécution est un peu longue. Parce que justement, la première fois, il faut accéder à ces pages PFS. Ensuite, ça va un peu s'accélérer. Voilà, et on est arrivé à nos 10 itérations en 27 secondes au lieu de 40 secondes. Donc on a gagné simplement en déplaçant notre code d'un batch ad hoc vers une procédure stockée, on a bénéficié de ce mécanisme de caching. Et je vous disais que ici on exécute 10 itérations du même code sur une seule connexion, mais si on inverse nos itérations et qu'on fait exécuter une itération par 10 connexions, les 10 connexions vont aussi profiter de même mécanisme de caching. La première qui va se connecter va faire un accès à PFS SGAM, créer les entrées, et en faire bénéficier les 10 autres, et du coup on va aller encore plus vite. Donc la première est un peu lente, et les suivantes sont extrêmement rapides. On voit que la première, voilà, on est à 1 seconde, et boum, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et on a tout fait en 2 secondes,4. Donc on a réalisé le même nombre d'itérations, simplement en 10 connexions, au lieu de le faire sur une seule, en 2 secondes. Donc on est arrivé au bout de notre processus d'optimisation de code. On fait un petit résumé de ce problème numéro 3. Donc ce qu'on a vu en tout premier lieu, c'est qu'on utilisait une fonction utilisateur scalaire dans une jointure. On a vu que c'était très très mal en termes de performance parce qu'on introduit justement comment dire, un accès itératif au milieu d'une requête ensembliste, et ensuite parce que on inhibe les possibilités de parallélisme dans la requête. On a vu qu'une fonction utilisateur scalaire, c'est un inhibiteur de parallélisme. Donc déjà, on partait du mauvais pied. Ça durait plus de 5 minutes au départ. On a remplacé par une jointure simple où on a ramené la logique de la fonction scalaire à l'intérieur de la requête. Ça nous a permis de faire une exécution en 30 secondes. Ensuite, on a travaillé en concurrence avec d'autres requêtes sur la partie query memory grant. On a baissé le tri, on a baissé le query memory grant. On a vu les mécanismes de priorité, de priorisation au niveau des coûts et des query memory grant. On a pu aussi aller discuter à la machine à café avec un développeur qui nous a apporté une information métier qu'on n'aurait pas pu deviner, nous, en tant qu'experts techniques, et qui nous a permis de faire encore baisser le coût et le temps d'exécution de la requête, simplement avec une information métier. Et enfin, on a vu la mise en place du caching de table temporaire à la fin. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce problème? Un des trucs les plus importants, c'est si vous avez des fonctions scalaires dans votre code, méfiez-vous-en. Vérifiez si à chaque fois vous ne pouvez pas ramener le code de la fonction scalaire à l'intérieur des requêtes. Ça sera toujours beaucoup plus performant. Connaître la logique métier est aussi importante. C'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner si on se cantonne à travailler purement le domaine technique. Donc il faut aller discuter avec les experts de domaine, les développeurs, les utilisateurs, tous ces gens-là. Ça permet d'avoir des informations complémentaires qui peuvent ensuite nous servir après dans notre travail d'optimisation. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on s'aperçoit que coder en procédure stockée, on connaissait déjà beaucoup d'avantages aux procédures stockées, on en a découvert une autre qui concerne le caching de table temporaire. Alors, petit retour sur les outils qu'on a pu utiliser pendant cette session. Déjà, on a travaillé sur une base AdventureWorks 2012 qui a été un petit peu grossie. Vous allez pouvoir grossir vous-même une base AdventureWorks 2012 en suivant le lien qu'on vous propose là sur le blog de Adam Mechanic, qui propose des scripts pour faire quelques grosses tables. On a utilisé aussi SQL Query Stress pour générer de la charge en arrière-plan. Et puis, on ne l'a pas utilisé dans le réenregistrement de la session, mais c'était utilisé lors de la session initiale aux Journées SQL Server 2013. C'est SQL Sentry Plan Explorer. C'est un outil qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration d'un plan d'exécution.
Et puis, vous allez pouvoir retrouver les scripts des 3 scénarios qu'on vous propose dans cette session sur le blog de CapData, donc blog.capdata.fr, dans la rubrique SQL Server. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.